Si vous êtes déjà allé à Lagos, vous savez une chose avec certitude. La nourriture est partout. Dès le lever du soleil, les rues s'animent avec le grésillement de l'huile de friture et le rythme régulier des louches en bois qui claquent contre les casseroles en fer. À chaque coin de rue, quelqu'un vend quelque chose. Il y a la femme qui rôtit le plantain sur un treillis métallique, l'homme qui retourne habilement le puf-puf dans l'huile bouillonnante et les innombrables boui-boui en bord de route où les commerçants en sueur, les chauffeurs d'Okada impatients et les banquiers en tenue se serrent ensemble à des tables branlantes, partageant les mêmes assiettes fumantes de riz jollof, effo ou aigusi. Mais au milieu de toutes ces options, au cœur d'Ikorodu, il y avait un endroit qui se démarquait des autres. Un endroit où, une fois que vous y mangiez, vous ne vouliez jamais manger ailleurs. Ce n'était pas le plus grand restaurant, ni le plus chic, juste une maison en bois avec une porte jaune et une simple bannière en tissu proclamant « Mama Kitchen, la meilleure nourriture de Lagos ». Au début, cela semblait être une affirmation exagérée. Après tout, dans une ville où tout le monde croyait que sa nourriture était la meilleure, ce qui rendait cet endroit si spécial, mais voici la chose, personne n'a jamais été en désaccord. Peu importe que vous soyez riche ou pauvre, si vous vous retrouviez assis à l'une des tables en bois bancal de Mama Kitchen et que vous preniez sa première bouchée, quelque chose changeait. Certains juraient que son riz jollof était plus riche que n'importe quel autre qu'ils avaient goûté. D'autres affirmaient que sa soupe au poivre avait des pouvoirs de guérison. Après l'avoir mangé, les fièvres disparaissaient, les maux de tête s'estompaient et les articulations cessaient de faire mal. La femme qui dirigeait l'endroit était connue simplement sous le nom de Mama, mais son vrai nom était Ronk. C'était une femme d'âge moyen, dodue, avec un visage qui semblait en permanence figé dans un sourire doux et complice. Sa peau était d'un brun riche et chaud, comme des arachides grillés, et ses yeux avaient une douceur qui faisait que les gens se sentaient chez eux. Elle se déplaçait dans sa boutique avec une confiance tranquille, ses mains douces distribuant des portions parfaites de soupe de riz et de viande, jamais trop peu. Sa voix était apaisante, presque musicale, qu'elle appelle une commande ou réponde à un client. Elle parlait toujours avec la chaleur d'une mère s'adressant à son enfant. Elle dirigeait le restaurant depuis plus de 10 ans. Les gens parcouraient des kilomètres juste pour manger chez elle. Les chauffeurs de taxi faisaient des détours, les ouvriers du bâtiment chronométraient leurs pauses. Même ceux qui avaient leur buka préféraient se retrouver soudainement à trouver des excuses. Laisse-moi juste voir de quoi il s'agit. Mais une fois qu'ils avaient mangé là-bas, ils n'avaient plus jamais envie de manger ailleurs. Et c'était la partie étrange. Ce n'était pas seulement une question de goût, c'était quelque chose de plus. Au début, les gens pensaient que peut-être c'était son ingrédient secret, peut-être qu'elle avait un type de poivre rare ou peut-être qu'elle cuisinait avec des herbes spéciales qui donnaient un coup de fouet supplémentaire à sa nourriture. Personne ne l'avait jamais vu acheter des ingrédients. D'autres vendeurs de nourriture allaient au marché tous les matins, vous les verriez au kilomètre 12 marchander des sacs de riz, choisir les tomates les plus fraîches, se battre pour le prix des oignons. Mais pas Mama. Personne ne l'avait jamais vu porter des paniers ou négocier avec les commerçants. Sa nourriture ne s'épuisait jamais, même lorsque sa boutique était bondée de clients dès le matin jusqu'à la nuit. Il y en avait toujours assez. D'autres restaurants devaient fermer quand leurs casseroles se vidaient, mais à Mama's Kitchen, un lot frais était toujours prêt, fumant comme s'il venait d'être cuit. Personne ne l'avait jamais vu cuisiner. Vous entendiez les bruits de la cuisson, le cliquetis des casseroles, le bouillonnement du ragoût, mais personne ne l'avait jamais vu en train de le faire. Et pourtant, personne ne l'a remis en question parce qu'une fois qu'ils avaient goûté la nourriture, c'était comme s'ils ne pouvaient pas la remettre en question. Les habitants de Laro étaient toujours trop occupés pour même commencer à comprendre des choses comme ça. Même ces ouvriers, les jeunes garçons et les filles qui entraient et sortaient en courant du magasin pour servir les assiettes et débarrasser les tables, ne savaient rien. Personne n'insistait plus parce que tant qu'ils pouvaient manger, ils s'en fichaient. Un jour, Tindé, un étudiant universitaire qui avait du mal à payer ses frais de scolarité, venait d'obtenir un emploi chez Mama's Kitchen. Tindé était le genre de personne qui n'aimait jamais demander de l'aide. Il avait grandi dans un petit appartement bondé à Mussin où l'intimité était un luxe et la survie une compétition quotidienne. Premier né d'une famille de 4, il avait appris tôt que si vous vouliez quelque chose, il fallait se battre pour l'obtenir. Sa mère, une femme fatiguée mais résiliente, vendait des légumes sur le marché, s'étendant de plus en plus pour s'assurer que ses enfants avaient de la nourriture sur la table. Son père, un homme qui avait disparu il y a des années, n'avait laissé derrière lui qu'une vieille photo et une liste de dettes impayées. Todd n'était pas amer à ce sujet, la vie était ce qu'elle était. Mais en ce moment, la vie n'était pas seulement dure, elle l'écrasait. Il était en 3e année à l'université, étudiant l'administration des affaires à l'université d'État de Lagos. Les frais de scolarité étaient dus dans un mois, et son solde de compte n'était rien d'autre qu'une blague cruelle. Sa mère lui avait envoyé ce qu'elle pouvait. 5000 Naira,
mais c'était à peine suffisant pour le transport et les repas quotidiens, sans parler des frais de scolarité. Et s'il ne payait pas à temps, il serait obligé d'abandonner. Ce n'était pas une option. Alors, quand il a appris que Mama's Kitchen embauchait, il n'a pas hésité, car le salaire était bon et pouvait compenser ses frais de scolarité. Depuis lors, le travail était venu par roulement pour qu'il puisse faire les quarts du soir. Tunde arriva à la cuisine de Mama's Kitchen juste avant 18 heures, vêtu d'un t-shirt usé et d'une paire de jeans délavés. Le restaurant était déjà bondé. Les clients se déversaient sur les bancs en bois, leurs mains occupées avec des assiettes fumantes de riz, de soupe et de viande. Un petit groupe de chauffeurs d'Okada était assis près de l'entrée, déchirant bruyamment leur viande de chèvre. Derrière eux, un homme en costume sur mesure mangeait silencieusement, ses doigts démontant habilement un morceau d'igname molle pilé. La cuisine de Mama's Kitchen était l'un des rares endroits à Lagos où le statut n'avait pas d'importance. Le nouveau garçon, Daniel, un jeune homme d'accent gras à peu près son âge, attachait un tablier autour de sa taille. Il était petit avec des yeux perçants et un sourire déséquilibré. « Je suis Daniel », dit-il en tendant un tablier à Tunde. « Oh, oui, fais comme nous commençons. » Daniel lui montra les ficelles du métier. Comment servir, ou empiler les assiettes, comment gérer les clients difficiles. Ce n'était pas un travail difficile, mais c'était rapide. Les assiettes n'arrêtaient jamais d'arriver et les clients n'arrêtaient jamais de commander. À 22 heures, Tunde transpirait, ses bras fatigués de porter de l'eau plateau, mais le travail n'était pas trop mal. En fait, c'était presque trop facile. Puis, juste au moment où il essuyait une table, il entendit un bruit faible, presque imperceptible, venant de la cuisine. Ce n'était pas le cliquetis habituel des casseroles et des poêles, c'était quelque chose d'autre, un doux bourdonnement comme une femme chantant dans sa barbe, un seau bougeant, le bruit d'un liquide étant servi. Tunde se tourna vers Daniel qui était toujours en train de cuisiner à ce moment-là. Daniel se figea pendant une fraction de seconde avant de forcer un sourire. « Mama est en train de cuisiner à cette heure de la nuit », dit-il en attrapant un plateau et en s'éloignant. « Fais juste ton travail. » Tunde fronça les sourcils. Quelque chose dans la façon dont Daniel évitait le contact visuel lui serra l'estomac. Il se tourna vers l'un des travailleurs plus âgés, un homme calme nommé Baba Femi, qui travaillait là depuis des années. « Baba, qu'est-ce qu'il y a dans cette cuisine ?» demanda-t-il. Baba Femi lui jeta un long regard fixe avant de se pencher et de chuchoter. Ne jamais entrer dans la cuisine après la tombée de la nuit. Les mots firent frissonner Tunde. « Pourquoi ?» demanda-t-il. Baba Femi secoua la tête. « Pas de question. Mieux vaut ne pas s'en préoccuper, dit-il avant de se lever et de s'éloigner. Tunde essaya d'ignorer, essaya de se concentrer sur le travail, essaya de se dire que ce n'était pas ses affaires, mais la pensée revenait sans cesse dans son esprit. Que faisait Mama dans sa cuisine si tard dans la nuit, pourquoi personne d'autre ne semblait la remettre en question? À 23h30, le dernier client était parti et les ouvriers commençaient à fermer. Tunde essuyait la dernière table, jetant un coup d'œil à la porte de la cuisine et sentit son pouce accélérer. Les bruits étaient toujours là, le bourdonnement, le changement de vitesse, le renversement prudent. Daniel ferma la porte d'entrée et se tourna vers Tunde. « Tu vas y aller maintenant. Tu sais, reste derrière » dit-il. « Reste pourquoi » demanda Tunde. Daniel laissa échapper un petit rire. « Reste pour où est-on ? Mon quart de travail ne finit pas un par un, dit-il. » Les ouvriers étaient partis. Tous, personne n'était resté derrière, personne n'avait même regardé la porte de la cuisine. Mama était toujours à l'intérieur, seule. Tunde hésita, puis il sortit, inhalant l'air frais de la nuit et se disant d'oublier. Quoi qu'il se passât dans cette cuisine n'était pas son problème. Tunde dormit à peine. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il entendait à nouveau le bourdonnement. Il imaginait Mama seule dans la cuisine, versant quelque chose dans ses casseroles. Il pensa à la façon dont sa nourriture ne s'épuisait jamais, à la façon dont les clients n'arrêtaient jamais d'en avoir envie. Quelque chose n'allait pas et le pire, c'était qu'il devait y retourner le lendemain parce qu'il n'avait pas le choix. Tunde n'était pas du genre à avoir peur facilement, mais au cours des derniers mois, le sentiment n'arrêtait pas de le ronger. Il avait travaillé à la cuisine de Mama's Kitchen assez longtemps pour s'habituer aux règles étranges. Ne jamais entrer dans la cuisine après la tombée de la nuit, ne jamais demander d'où viennent les ingrédients, ne jamais demander pourquoi la nourriture ne s'épuisait jamais. Il avait vu la façon dont les clients réagissaient après y avoir mangé, la satisfaction, l'obsession, et il l'avait ignoré. Mais chaque fois qu'il essayait de dormir, il voyait sans cesse cette porte de cuisine dans son esprit, quelque chose qu'il y avait derrière, quelque chose qu'il n'était pas censé voir, et la curiosité le tuait. Daniel, son collègue, avait un jour plaisanté sur la règle de ne jamais rentrer dans la cuisine après la tombée de la nuit. Si tu tiens à ta vie, occupe-toi de tes affaires.
Même moi, je ne suis jamais entré une seule fois dans cette cuisine et je n'ai pas l'intention de le faire. Tindé en avait ri à l'époque, mais maintenant il se tenait devant la porte de la cuisine, le cœur battant, les paumes en sueur. Il ne riait plus parce que ce soir, pour la première fois, il allait enfreindre cette règle. Il était presque minuit. La dernière assiette avait été débarrassée. Le dernier client était parti. Maman était rentrée chez elle. Elle était partie plus tôt ce jour-là. Les autres travailleurs étaient partis aussi. Sauf Tindé. Il était resté derrière, faisant semblant de nettoyer, attendant que la rue soit silencieuse. Puis il se tourna vers la porte de la cuisine. Ses mains tremblaient alors qu'il attrapait la poignée. Il prit une profonde inspiration et lentement, il la poussa. La porte grinça. L'air à l'intérieur était épais avec l'odeur de l'huile forte, du poivre et de quelque chose d'autre qu'il ne pouvait pas identifier. Tindé entra dans la cuisine, scrutant la pièce. Au début, tout semblait normal. Les pots géants, les cuillères en bois, les étagères empilées d'assiettes. Mais ensuite, il vit les bols. Une rangée de grands bols en métal était soigneusement disposée sur le comptoir, chacun rempli d'un liquide épais et jaunâtre. Au début, il pensa que c'était de l'huile. Mais quelque chose n'allait pas. La couleur était trop trouble, la texture trop humide. L'estomac de Tindé se tordait. Son esprit lui criait de s'éloigner, mais la réalisation le frappa si fort qu'il faillit s'effondrer. Ce n'était pas de l'huile, c'était de l'urine. Mama put cuisiner avec sa propre urine. Tindé plaqua une main sur sa bouche pour s'empêcher de bâillonner. Il tituba en arrière, renversant un tabouret en bois. Le son résonna dans le restaurant vide. Il n'attendit pas de voir si quelqu'un l'avait entendu. Il se retourna et courut. Pendant les 3 jours suivants, Tindé n'alla pas travailler. Son téléphone bourdonnait sans cesse. Appel manqué de Mama Pu, texto de Daniel. « Mec, tu es malade? Homo, Mama t'a demandé. Où es-tu » Il les ignora tous, restant dans sa chambre, parlant à peine à ses colocataires. Il essaya de manger, mais rien ne passait. Le riz avait un goût de sable dans sa bouche. Le gari lui donnait la nausée. Même le pain et le thé, la chose la plus facile à manger, ressemblait à du papier à mâcher. Peu importe ce qu'il essayait, rien ne le satisfaisait. Et c'est là que la véritable horreur s'installa, car il n'y avait qu'une seule chose dont son corps avait envie, la nourriture de Mama Pu. Au 5e jour, Tindé avait l'impression de mourir. Ses mains tremblaient, son estomac se tordait de douleur, sa tête lui faisait si mal qu'il pouvait à peine penser. Ses colocataires remarquèrent son état. « Tindé, tu dis bien que tu n'as jamais le paludisme. Faisons un tour à l'hôpital, suggérèrent-ils. Il les fit signe de partir. Comment était-il censé expliquer que la seule chose qui pouvait le réparer était la chose même qu'il fuyait? Cette nuit-là, allongé dans son lit, trempé de sueur, il craqua finalement. Il attrapa son téléphone, fit défiler jusqu'au dernier message de Daniel et tapa « Je viens travailler demain ». Le lendemain soir, il retourna au restaurant. Ses jambes étaient faibles, sa bouche sèche, mais dès qu'il entra, l'odeur le frappa. Cet arôme familier, riche, appétissant. Son estomac grogna si fort qu'un des clients se retourna pour le regarder. Puis il vit Mama Pu. Elle se tenait derrière le comptoir, avec le même sourire doux, la même bouteille d'eau en plastique à la main. Elle n'avait pas l'air surprise de le voir. Elle ne lui demanda même pas pourquoi il était parti depuis des jours. Elle sourit simplement et dit « Bienvenue à mon pénis ». Tindé savait qu'elle avait raison, car peu importe à quel point il s'était battu, peu importe à quel point elle avait essayé de résister, il était déjà accro, désespéré. Désespéré, Tindé rendit visite à un vieil herboriste au fond d'un endroit appelé Épéeux, toujours à Larreau. Tindé n'était jamais allé à Épéeux auparavant, et s'il avait eu le choix, il ne serait jamais venu. Les routes étaient terribles, l'air sentait le bois brûlé, et plus il avançait, plus les bâtiments s'estompaient dans d'épais buissons et un silence inquiétant. Le chauffeur d'Anfo qui l'avait amené l'avait regardé étrangement. « Tu es sûr? C'est parti ?» avait demandé l'homme en le regardant à travers le rétroviseur. « Oui !» avait répondu Tindé, se refermant son téléphone, même s'il n'y avait presque pas de réseau ici. Le chauffeur n'avait rien dit d'autre, il avait simplement grogné, déposé Tindé au dernier arrêt et était parti sans regarder en arrière. Maintenant, debout seul devant une maison de boue, Tindé n'était pas ce que c'était une bonne idée, mais il était désespéré. Trop désespéré pour faire demi-tour. La porte s'ouvrit en grinçant avant qu'il ne puisse frapper. Un homme se tenait là, vieux, voûté, avec de profondes rides creusées dans sa peau sombre. Ses yeux vifs et calculateurs étudièrent, Tindé pendant un long moment avant qu'il ne s'écarte enfin. Tindé hésita mais se força à entrer. La pièce était faiblement éclairée, l'air épais d'un parfum d'air brûlé. D'étranges symboles recouvraient les murs en bois et, au milieu de la pièce,
Sur une petite natte se trouvait un bol en fer rempli d'un liquide sombre et bouillonnant. Le vieil homme s'assit en tailleur sur le sol et fit signe à Tindey. « Parle, dit-il simplement. » Tindey déglutit difficilement, puis raconta son histoire. Le vieil homme écouta sans dire un mot, son visage ne trahissant rien. Mais quand Tindey eut enfin terminé, l'homme hocha lentement la tête. « Vous êtes maudit, dit-il. » Le souffle de Tindey s'accéléra. « Maudit? Mais je n'ai rien fait. J'ai seulement mangé la nourriture. »« C'est pourquoi vous êtes maudit, » coupa l'herboriste. Il attrapa un petit pot en argile et versa quelque chose dans le bol en fer. Le liquide à l'intérieur grésilla, libérant une épaisse fumée blanche. « La nourriture de maman n'est pas ordinaire, » continua le vieil homme, sa voix calme et ferme. « Elle est liée par quelque chose d'anormal, et vous, comme beaucoup d'autres, êtes tombé sous son emprise. » L'estomac de Tindey s'agita. « Mais comment ?» demanda-t-il. Le vieil homme remua le bol, regardant la fumée s'enrouler en formes étranges. « Son urine n'est pas seulement de l'urine, » dit-il. « C'est un sort de liaison, un sort qui lie l'âme de celui qui le consomme. » Tindey se sentit malade. C'était pire qu'il ne le pensait. Il avait imaginé beaucoup de choses, peut-être juste du juju, mais c'était quelque chose de sinon entièrement. « Comment puis-je le briser ?» demanda-t-il d'une voix à peine audible. Le vieil homme soupira, secoua la tête, puis regarda droit dans les yeux de Tindey et dit « Vous devez lui faire manger sa propre nourriture. » Tindey se figea, un frisson froid lui parcourut l'échine. « Lui faire manger sa propre nourriture ?» fit-il écho. Le vieil homme hocha la tête, et c'est à ce moment-là que cela frappa vraiment Tindey. Il avait travaillé chez Mama Puez pendant des mois. Il l'avait vu cuisiner, servir et même emballer les restes pour les clients. Mais une chose qu'il n'avait jamais vue, pas une seule fois, c'était Mama Pu mangeant sa propre nourriture. Sa bouche s'assécha. « Elle ne la mange jamais, » murmura-t-il, plus pour lui-même qu'au vieil homme. Le vieil homme ne répondit pas. Il n'avait pas besoin de le faire, car au fond de lui, Tindey connaissait déjà la vérité. La nourriture de Mama Pu n'était pas faite pour elle. Elle n'était destinée qu'aux autres, pour les gens comme lui. Et maintenant, il n'avait qu'une seule issue, il devait faire l'impossible. Il devait faire manger sa propre nourriture à Mama Pu. Et s'il échouait, il ne voulait même pas penser à ce qui se passerait. Tindey se souvenait à peine du voyage de retour. Son esprit s'emballait avec une question. Comment diable allait-il faire cela à Mama Pu? Elle n'était pas idiote. Elle ne mangeait jamais sa propre nourriture. Il avait besoin d'être intelligent. Il avait besoin d'un plan. Et quoi qu'il fasse, il devait le faire rapidement. Les fringales s'aggravaient, et il savait que s'il ne se libérait pas maintenant, il ne le ferait jamais. Il dormit à peine cette nuit-là, allongé sur son lit à ressort, fixant le plafond. Son esprit s'emballait, son corps était faible. Il n'avait pas mangé correctement depuis des jours. Plus rien ne le satisfaisait, sauf l'idée de retourner chez Mama Pu. Les fringales étaient insupportables, mais il savait que s'il revenait sans plan, il ne partirait plus jamais. Le lendemain, un samedi, le seul jour où Tindey travaillait le matin et l'après-midi, il entra dans le restaurant comme si de rien n'était. L'air était épais avec l'odeur familière de riz et de jollof, mais maintenant, cela lui faisait tourner l'estomac. Mama Pu était déjà derrière le comptoir, son tablier coloré étroitement attaché autour de sa taille, son bras épais remuant une marmite fumante de soupe aiguisie. Elle vit Tindey et sourit, révélant ses dents écartées. « Ah, mon garçon, tu ne récupères pas? Tu sais, viens ici. » Tindey força un sourire. « Ah, maman, qu'en non aussi fort, mais je vais bien maintenant. » Elle se moqua. « Non, parce que tu n'as jamais lâché ma nourriture. Viens, fais, je te sers. » La gorge de Tindey se serra. « Je vais d'abord servir les clients, dit-il. » Elle hocha la tête et se retourna vers sa marmite. « Bien, il avait le temps maintenant. Il n'avait plus qu'à attendre le moment parfait. L'heure du déjeuner était folle. Le petit restaurant était bondé. Les clients criaient leurs commandes, les bols s'entrechoquaient, l'air était rempli de rires épais et du grésillement de la viande frite. Mama Pu était occupée, comme toujours, à se déplacer d'une casserole à l'autre, à servir des plats à une vitesse impressionnante. Et c'est alors que Tindey la vit. Sa bouteille, une petite bouteille en plastique bleu, la même qu'elle portait toujours. Elle ne buvait jamais dans les tasses ou les verres, toujours sa propre bouteille. C'était ça, c'était sa chance. Tindey jeta un coup d'œil autour de lui. Tout le monde était trop occupé à manger pour le remarquer. Le cœur battant, il dévissa le bouchon de sa bouteille et versa une cuillerée de soupe dans le grand pot en métal. Tindey recula et essuya ses paumes moites sur son jean. Maintenant, tout ce qu'il pouvait faire, c'était attendre.
Des secondes se transformèrent en minutes, des minutes en heures. Mama put se déplacer comme d'habitude, riait, criait aux clients qui donnaient des ordres, attendait. Puis, elle attrapa sa bouteille, la déboucha, l'inclina vers ses lèvres et prit une gorgée. Immédiatement, elle disparut. Le restaurant tomba dans le chaos. Les cris, les assiettes s'écrasaient au sol, les clients sautaient sur leurs pieds et s'enfuyaient, les yeux écarquillés de peur. « Où est Mama Pu » cria quelqu'un. « Elle était juste ici » cria un autre en courant. Tindé se tenait figé au milieu de tout cela, son cœur battant dans sa poitrine. Il l'avait fait, il avait brisé la malédiction. Mais le cauchemar était loin d'être terminé. Pendant des semaines, personne ne pouvait manger correctement. Les restaurants d'Ikorodu étaient vides. Peu importe ce qu'ils essayaient, aucun autre aliment ne les satisfaisait. Ni le riz jollof, ni la mala, pas même les repas faits maison par leur mère. C'était comme si leur corps avait oublié à quoi ressemblait la vraie nourriture. Mais lentement, douloureusement, le sort commença à s'estomper. Leur appétit revint, la nourriture eut un goût normal, la vie continua. Mais Mama Pu's boutique resta fermée, abandonnée. Et à ce jour, personne ne sait qui elle était, d'où elle venait, où elle est allée. Que vous apprend cette histoire? Je serais heureux de lire vos réactions en commentaire. Si vous avez aimé, n'oubliez de vous abonner pour encore plus de bonnes histoires. Prenez soin de vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de la prochaine histoire.